Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, une fois de plus. Merci de votre rendez-vous de ce magazine du dimanche. J'allais parler de 60 minutes face à face. On est habitué déjà chaque vendredi à le présenter également. Mais ce soir, nous avons reçu Maître Bazin Pembe, qui est coordonnateur de la dynamique Le Changement ce maintenant, mais également secrétaire national en charge de stratégie et réinsertion professionnelle au sein du parti FDC de Modeste Bahati Le Kobo. Avec lui, comme d'habitude, on parle politique, mais également d'autres faits sociaux qui accompagnent finalement, qui alourdit l'actualité en RDC et très particulièrement à Kinshasa. Bonsoir Maître Bazin, très ravi de t'avoir. Tu es parmi les habitués de ce magazine dimanche. Tu nous as fait toujours l'honneur de venir participer et avec toi on réfléchit toujours par rapport à la situation politique de l'heure, mais également à l'avenir. Comment alors on voit l'avenir de la RDC comme d'habitude? Merci beaucoup pour l'invitation Sylvain. Le plaisir est partagé. Nous sommes très disposés à partager ces petits moments ensemble. Voilà, l'avenir de la RDC, comment tu le trouves, les JDA? Moi, je l'ai toujours dit, je suis né congolais et j'ai toujours accordé l'importance à ces pays et la chance à la République démocratique du Congo. Nous avions les institutions, nous avions les individus, les gens passent, mais les institutions restent. Le seul dénominateur que nous avions aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo qui est notre patrimoine. Nous avions énormément d'intérêt à sécuriser ce patrimoine pour nos aïeux, pour nos enfants et aussi pour la génération à venir. Voilà, parce qu'on s'est dit que tu seras candidat à décaisser, c'est-à-dire dans ton fief naturel. Oui. Alors comment ça se porte finalement cette partie de la République aujourd'hui? Oh, je l'ai toujours dit, moi je suis des décaissés, je suis un notable de là, je suis allé me faire enrôler pour aussi avoir la température des décaissés, mais je peux rassurer à ceux qui sont en train de nous suivre que c'est parmi les territoires aujourd'hui oubliés par ce gouvernement, parce que ce qui se passe à décaisser est inconcevable. Mon territoire est très enclavé, les gouverneurs d'Ikassai, qui ne réfléchit même pas à aller visiter ses compatriotes qui sont à décaisser, alors que les mamans, même les jeunes garçons qui sont à décaisser, payent les impôts pour la survie de la République démocratique du Congo, même pour la province aussi. Pas d'infrastructure viable finalement dans cette partie de la République. Il n'y a pas à se voiler la face à décaisser. Nous avions les écoles, nous avions un hôpital de référence, mais qui n'est pas équipé. Aujourd'hui, les enseignants des décaissés traversent des moments très difficiles. Ils sont à 4 mois d'un paiement. Et selon les informations de notre possession, la Caritas aurait déjà reçu l'argent, mais elle traîne ici avec les moyens, alors que les paisibles enseignants sont à décaisser en train de souffrir. Il y a certains enseignants, ce qui est grave, oui. Certains enseignants qui ont leurs enfants ici dans les universités de la République démocratique du Congo. Image, et ils se paient les transports sur base de ces maigres salaires qu'ils reçoivent de leur père. Mais regardez, si ces enseignants ne sont pas payés, comprenez comment ces étudiants sont en train de souffrir ici à Kinshasa, même à Lumbashi. Donc c'est inacceptable. Maître Bazin, je rappelle que vous êtes, comme je le dis, candidat pour ce territoire de décaissé. Une fois peut-être l'œuvre, vous ferez œuvre utile en vue de rayonner ce territoire. On parle de tout premier élément, on parle de prestation de serment des hauts fonctionnaires de la haute instance judiciaire. Nous sommes dans la salle du Congrès du Palais du Peuple en présence du chef de l'État. Devant une assistance sélective réunie dans la salle des congrès du Palais du Peuple, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu le serment des hauts fonctionnaires de la haute instance judiciaire du pays. Il s'agit du procureur général près la Cour constitutionnelle ainsi que des 3 premiers avocats généraux près la même Cour.
Jean-Paul Mokolon Kolecha, nommé depuis le 29 avril, et les 3 premiers avocats généraux, à savoir Ndaka Matandombi, Bonane Biakwa Jiri et Madame Claire Massiala-Kaza, promus le 6 juin dernier par ordonnance présidentielle. Ils ont juré devant le magistrat suprême de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions leur confiées. Des fonctions qui trouvent leur soubassement juridique dans l'article 10 de la loi organique du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Le tout se conformant à l'article 32 de la Constitution qui stipule, je cite, « Le président de la République nomme, relève de leurs fonctions, révoque par ordonnance les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. » Fin de citation. Plusieurs personnalités, membres du gouvernement, chefs des institutions, députés et sénateurs ont rehaussé de leur présence cette cérémonie solennelle. Une particularité à signaler, parmi les 4 hauts magistrats promus par le président de la République figure une femme, Madame Claire Massiala-Kaza, élevée au rang de premier avocat général, sera ainsi la toute première femme à occuper ce haut rang dans l'arène de la magistrature congolaise. Une photo de famille a sanctionné cette cérémonie qui a pris fin en début d'après-midi. On reste dans le chapitre des activités du chef de l'État pour parler de la présentation des lettres de créance des ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo au président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Image de commentaire. Balai diplomatique, raffermissement de relations bilatérales, d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et 4 pays, respectivement le Sénégal, le Royaume-Uni, l'Éthiopie et la Chine, dont les ambassadeurs extraordinaires ont présenté tour à tour leurs lettres de créance ce jeudi 8 juin au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Palais de la Nation. Reçu le premier par le chef de l'État, Doro Si est le nouvel ambassadeur de la République du Sénégal à RDC. Il est détenteur d'un baccalauréat en économie et d'un certificat d'études en politique et relations internationales de Paris en France. Le diplomate sénégalais était notamment assistant à la Société nationale d'électricité du Sénégal à Dakar et superviseur à la caisse d'assurance maladie. Madame Alison Hutt, Grace King Obey, a été reçue par le président de la République en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique en République démocratique du Congo. Elle a été conseillère juridique adjointe au département des affaires étrangères et du Commonwealth au Royaume-Uni. À Khartoum, au Soudan, elle a été directrice à la section politique de l'ambassade de son pays. Madame Alison King a assumé les charges de représentante permanente du Royaume-Uni à l'Union européenne à Bruxelles et les professeurs assistantes en droit à l'Université de Columbia. C'était ensuite au tour de Madame Fortuna Dibako Cesare, ambassadeur d'Éthiopie, de présenter ses lettres de créance au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Diplomate de carrière, elle a une vaste expérience des relations multilatérales, bilatérales et de l'expertise sur diverses questions d'actualité, notamment les négociations intergouvernementales sur les objectifs de développement durable, la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, le changement climatique et le développement économique. Madame l'ambassadeur d'Éthiopie a travaillé comme chef des missions adjointes avec rang d'ambassadeur en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, aux institutions de l'Union européenne et à l'Organisation des États des Caraïbes et du Pacifique à Bruxelles. Elle a une maîtrise en coopération internationale et économie de développement obtenue à Rome en Italie, un diplôme en informatique de l'Université d'Addis Abeba et une licence en économie de l'Université d'Asmara en Érythrée. Zhao Bin, le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine à RDC, a clôturé la série des audiences auprès du président de la République. Titulaire d'un diplôme de master, il a travaillé notamment comme directeur au département des affaires de l'Europe du ministère des Affaires étrangères de Chine, conseiller puis ministre conseiller à l'ambassade de Chine en France. Avant son accréditation à Kinshasa, l'ambassadeur Zhao Bin a exercé les fonctions de directeur général adjoint au département des affaires de l'Europe en Chine.
Il arrive à Kinshasa en ce moment où la RDC et la Chine réchauffent leur coopération qui se veut globale et un partenariat stratégique au bénéfice de deux peuples congolais et chinois. Voilà, Maître Bazin, tout à l'heure là, c'était le chef de l'État avec des délégations des ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Il y a eu un tout premier élément qui parlait des prestations de serment de hauts fonctionnaires des instances judiciaires. Bon, il n'y a pas polémique là-dessus. Certes, la RDC, avec tout ce qu'il a comme tolliboli politique, social, on se rend compte quand même que le chef de l'État se bat pour une certaine ouverture. On a vu plusieurs ambassadeurs qui arrivent quand même. Est-ce pour dire que la RDC est fréquentable? Dans le premier élément, il y a une particularité qu'il faut saluer de manière exceptionnelle que nous trouvons dans les chefs du président de la République. À chaque fois qu'il y a nomination dans les institutions, la parité est respectée. C'est un élément de taille, il faut les saluer pour ces faits-là. Nous attendons vraiment beaucoup pour ce nouveau magistrat qui vient de prêter serment. Le procureur général près la Cour constitutionnelle. Nous avions aujourd'hui des problèmes avec la justice de notre pays. Cette justice a deux poids, la justice à double vitesse. Il y a une justice de privilégiés. Alors que dans les placards, certains magistrats, il y a des dossiers de sensibilité où les Congolais, jusqu'à la preuve du contraire, sont en train de chercher les vérités, mais ces dossiers sont étouffés. Nous l'avions toujours dit, c'est la justice qui élève la nation. La politique n'est pas au-dessus de la justice. Les déclarations politiques ne peuvent jamais prévaloir sur les fondamentaux que nous avions avec notre justice. Il faut dire quand même que bon, la justice pose problème, tu as dit, 2 poids 2 mesures. Alors mais comment finalement pallier à cette inconvénance? Quelle est la stratégie à mettre en place? Parce qu'on a changé des hommes, mais on a comme l'impression que cette variable est finalement, on ne peut pas dire qu'il ne change pas, mais finalement il est statique. Les magistrats doivent comprendre que la politique, la justice sont des pouvoirs distincts. Et ils sont là pour rétablir l'ordre public. Ils sont là pour ça. Je l'ai dit tout à l'heure là, nous avions un problème avec la justice de notre pays. À l'entrée au pouvoir du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, il y a eu un espoir qui a pris face dans les chefs des Congolais. Je suis en train de me rendre compte que ce pourcentage est en train d'être grignoté et nous avions intérêt à interpeller ces autorités judiciaires. Est-ce que vous ne pensez pas rendre justice comme il est dit dans les textes? Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part il y a une main qui s'impose par rapport à la justice de ce pays? Et c'est l'autorité, c'est-à-dire l'autorité politique. Chaque fois, parfois ils reçoivent des injonctions pour ne pas soit débattre du problème ou finir un dossier. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part c'est le pouvoir politique qui lui-même encourage cette infamie qui est riche de missiles dans la justice de ce pays? Je ne pense pas que c'est le pouvoir politique. Au contraire, nous avions intérêt à dire aux magistrats que nul n'est censé ignorer la loi. Personne et personne n'est au-dessus de la loi. Même le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, n'est pas au-dessus de la Constitution de la République démocratique du Congo. Et si les magistrats veulent frapper, ils doivent frapper sans distinction. Une injonction politique qui emporterait sur la loi, ça biaise tout. Et donc, il faudra ici interpeller nos magistrats de se démarquer dans l'opinion, de faire voir aux acteurs politiques qu'ils sont au-dessus de la loi. Je suis en train de parler des magistrats. Et qu'une injonction mal donnée, cette injonction n'a pas droit à être exécuté. On a comme l'impression que la justice en RDC c'est plus pour les pauvres. On a comme l'impression, parce que ceux-là qui sont garantis comme autorité, même s'ils sont accusés, même s'ils sont pointés du doigt, c'est des excuses de santé, et puis par après ils sont libérés. Mais des jeunes gens aujourd'hui, parce qu'il a volé un œuf ou quoi, un bœuf, ils se retrouvent dans le. Est-ce que vous ne pensez pas que cette politique de 2 poids 2 mesures finalement s'engage
à une sorte de détérioration du tissu social. Un droit est droit lorsqu'on sait les réclamer. Lorsque vous ne connaissez pas vos droits, vous aurez du mal à réclamer. Ah oui, on les constate qu'il y a certains qui sont en train de croupir aujourd'hui dans toutes les prisons de la République démocratique du Congo parce qu'il manque un avocat, il manque un défenseur judiciaire, parce qu'il manque des moyens. Oui, ça c'est une réalité. Mais ceux qui ont les dossiers doivent comprendre qu'ils sont en train de juger les êtres humains comme eux. Les semblables, comme vous l'avez dit. Les semblables comme eux. Oui. Donc, nous sommes dans un pays où nous avions des classes différentes. Ils doivent comprendre que tous ces gens qui sont aujourd'hui en prison, où leurs dossiers ne sont pas examinés, ils ont droit à une liberté. Même s'ils n'ont pas de moyens, je ne trouve pas un inconvénient qu'un magistrat constate que les faits ne sont pas établis, qu'il libère la personne. Voilà. Alors, Basile Pembe, on part à l'Assemblée nationale pour parler de l'adoption de la loi sur la répartition des sièges. Image de commentaire. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la loi sur la répartition des sièges. La plénière du lundi 5 juin a été consacrée à l'examen et l'adoption du rapport de la commission PAJ relatif à la répartition des sièges par circonscription pour les élections législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. À l'issue de la plénière dirigée par Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, et au terme du vote nominal, la plénière a adopté le projet de loi sur la répartition des sièges. Au finish, cette loi a été votée à l'unanimité de 361 députés ayant pris part au vote. À en croire le député national Augustin Moulumba, président de la commission politique, administrative et juridique, ce projet de loi est le dernier parmi les tests qui accompagnent la CENI dans l'organisation des élections générales en décembre prochain. La centrale électorale a produit un travail de titan, un travail technique à la hauteur de sa tâche. Les provinces à problème dont Nord Kivu et Maïndombe, les sièges ont été réservés tels qu'on avait enrôlé en 2018. Kwamut garde ces deux sièges, Massis et Rutshuru ont chacun 7 sièges. Le total fait 16 sièges et le calcul est fait l'ensemble pour 480 sièges, dont la République a pris la tâche de laisser à ces provinces à problème 16 sièges, a-t-il déclaré en substance. La problématique a été partiellement résolue en attendant l'enrôlement des électeurs lorsque la sécurité sera rétablie dans ces territoires troubles du pays. Pour ce qui est de la loi sur la répartition des sièges, les amendements de la PAJ ne concernaient que la forme, notamment la réécriture de certains articles, mais aucun chiffre n'a été modifié. La CENI a prouvé par sa capacité et sa bonne foi parce que les éléments à notre disposition prouvent qu'aucun chiffre n'a été erroné. Et la commission PAJ a tablé sur les amendements de forme. S'agissant de l'enrôlement dans les territoires à problème, la responsabilité revient au gouvernement qui doit d'abord y restaurer la paix, sécuriser les personnels de la CENI qui doit déployer son matériel et procéder aux opérations d'identification et enrôlement des électeurs. La commission PAJ agit la nuit du 5 juin pour apprêter la monture amendée et à soumettre dès ce mardi 6 juin 2023 au Sénat pour seconde lecture. Voilà, Maître Bazin, il faut dire quand même que cette loi a été votée en l'absence de députés de l'opposition. Oh, cher ami, nous sommes dans une voie irréversible. C'est une voie constitutionnelle qu'il faut respecter à tout prix. Nous voulons avoir les élections libres, démocratiques, transparentes en 2023. Nous sommes une république démocratique du Congo. La démocratie doit être démise. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont à l'opposition. Si l'opposition accepte de quitter la salle, c'est des droits. Et ce qui est important aujourd'hui, que la loi a été adoptée, il y a eu répartition des sièges et nous attendons la promulgation de cette loi parce qu'elle est déjà au Sénat. Nous attendons la promulgation de cette loi pour l'équitabilité des élections en 2023. Pourquoi vous ne tenez pas compte quand même de revendications de l'opposition? Vous refaites, on dit, la gangrène qui était dans le régime passé, et vous le refaites encore dans votre régime. Donc on suppose que les élections qui vont à l'horizon ne seront pas apaisées, d'autant plus qu'il y a une bonne partie quand même des acteurs politiques qui ne sont pas d'accord avec vous. Une revendication et des droits, lorsqu'elle trouve soubassement dans la loi et lorsque les objectifs sont valablement défendus, vous allez poser la question à nos frères de l'opposition,
le pourquoi de leur sortie à l'Assemblée nationale de la salle, ils vous diront il y a déjà un fraude qui est en train de s'orchestrer. Ces fraudes est à quel stade, à quel niveau, ils vous diront rien. Et ce sont des sorties pour faire alerter certaines ambassades, alerter la communauté internationale. C'est ça. Moi, je trouve un peu mal raisonné que nos amis du FCC, PPRD, qui n'ont pas de carte d'électeur, qui ne se sont pas enrôlés, que ces amis contestent les élections. En 2006, nous l'avions vu avec l'IDPS, qui a refusé les élections, mais en fin de compte, l'IDPS ne disait mot sur la question des élections. Nos amis doivent apprendre à faire l'opposition autrement, et non une opposition de victimisation, non une opposition de contestation. La loi de la minorité est quand même pas valable. La loi de la minorité compte quand même dans une assemblée. Pourquoi ne pas leur accorder quand même une sorte de quitus dans leurs revendications pour que finalement les élections qui arrivent soient des élections quand même qui pourra contenter tout le monde? Je vous apprends que selon certains éléments à ma possession, oui, cette opposition, après avoir claqué, elle est retournée. Parce que les débats étaient à huis clos, elle est retournée et elle a posé ses revendications. Ceux qui étaient dans la salle ont compris qu'il n'y avait rien de fondement à l'intérieur. Donc c'était des sorties médiatiques, de buzz pour alerter certaines institutions dont je fais état tout à l'heure là. Voilà, on passe alors à un autre élément qui parle de l'audition de l'honorable Daniel Safou par une commission ad hoc, et c'était après un forfait qu'il a commis après la marche de l'opposition. L'essor du député national Daniel Safou reste suspendu aux délibérations de la commission spéciale et temporaire chargée de son audition, travail qui a eu lieu ce lundi 5 juin dans la salle de banquet du Palais du Peuple. Après son audition, les membres de la commission ad hoc se retrouvent ce mardi 6 juin pour délibérer et rédiger les rapports à soumettre à la plénière qui statue en dernier ressort. Pour la députée nationale Grace Nehema, rapporteur de la commission, la séance du jour a été essentiellement consacrée à l'audition du député national Daniel Safou. Nous le félicitons d'abord pour le courage. Il a été invité, il était avec nous, nous l'avons auditionné et nous allons faire notre rapport comme commission spéciale. Après le rapport, ça va passer à la plénière. Donc tout ce que vous voulez connaître sera après le débat en plénière. Membre de la commission ad hoc, le député national Pauline Odiane a embrayé dans le même sens. Parlant du déroulement de l'audition, le député Pauline Odiane a fait remarquer que Daniel Safou était à l'aise. Le président de la commission lui a donné la latitude de s'exprimer librement sur ce qui s'est réellement passé. Parole a ensuite été accordée au député initiataire de la motion d'information. À la fin, Daniel Safou a répliqué à toutes les accusations. Là, c'était Daniel Safou qui a été finalement auditionné par cette commission ad hoc. Les gens se sont posés quand même des questions par rapport à la procédure. Il y a Mike Mukeba qui a été cueilli chez lui à la maison sans aucun mandat, alors que Daniel Safou, qui est lui également député, lui finalement on respecte la procédure, il est attendu dans une commission parlementaire. Alors pourquoi cette procédure? Ce qu'il faut noter sur le cas de ces deux députés, l'un provincial, l'autre national, qu'il y a des faits infractionnels qui sont à leur charge. Ça, c'est de un. De deux, c'est décevant en République démocratique du Congo que nous ayons certains hommes d'État qui n'intériorisent pas qu'est-ce que c'est un homme d'État. De trois, M. Safou, c'est un récidiviste dans les injures, dans la diffamation et que sais-je encore. C'est une honte pour la République. Un député qui n'a pas la maîtrise de soi, un député qui ne sait pas comprendre qu'il est appelé à être un modèle à la place publique. Je vis la commission l'auditionner, mais nous ne voulons pas avoir des rapports silencieux, si je peux le dire ainsi. Le monsieur est à la seconde fois qui soit auditionné par ces bureaux. Mais nous n'avions pas de rapports. C'est pourquoi il récidive toujours. Un député n'est pas appelé à des injures.
Ces messieurs vous lancent les involtures à la place publique. Il était en cavale, il est revenu, il répond aux questions de la commission, alors que son collègue, qui est député provincial, on l'a directement acheminé à Makala, après l'avoir, on n'a pas dit kidnappé ou enlevé, mais il a quand même été pris en sandwich par des agents autrement identifiés. Donc, les gens se sont quand même posé ces questions. Pourquoi Daniel Safou qui est récidiviste? On le prend au sérieux, il s'est bien tenu devant le gens, on l'encourage, alors que Mike Moukebaye, avec lequel il a eu à poser des mêmes actes à la télévision, lui déjà en prison. Oui, d'abord, je l'ai dit tout à l'heure là, c'est aberrant. Bon, vous voulez qu'on en parle? Oui, vous voulez qu'on en parle? Lorsque vous lisez la Constitution de la République démocratique du Congo, dans l'une de ses dispositions, cette Constitution refuse, interdit, c'est ça l'expression, interdit les messages à la haine tribale. Mais vous allez vous rendre compte que lorsque vous visualisez les vidéos, les émissions, que c'est des députés, permettez-moi l'expression, de la honte, si je peux le dire ainsi, ont posé, c'est intolérable. Quant à la procédure, j'ai vu M. Safou être auditionné à l'Assemblée nationale. M. Moukebaye est aujourd'hui en prison. C'est de droit. Laissons à l'appareil judiciaire de faire son travail. Tout à l'heure, on avait parlé quand même de la justice à double vitesse. Ouais. Alors, on se pose des questions. Tout de même, bon. Le monsieur Moukebaye était auditionné. Moukebaye a été auditionné. Il était dans une procédure de flagrance. Oui. Ses avocats ont soulevé certaines exceptions. Ils sont à ce stade-là. Espérons que dans les jours, les heures qui viennent, il va retourner devant son juge naturel pour prouver son innocence. Il parle de la liberté d'expression quand même, que vous l'étouffez. Non, mais cette liberté d'expression, elle n'est pas à confondre avec la libertinage. Au Congo, on croit que pour être accepté dans l'opinion, il faut passer à la télévision, s'attaquer aux institutions, injurier abusivement le président de la République par des faits et des gestes. Parce qu'on est député, on est porteur d'humilité. On ne peut pas mettre la main sur moi, il faut des procédures, donc il faut injurier. Non. On n'est plus encore à cette étape. On voit quand même des gens aussi le faire, qui sont du camp de l'Union sacrée, insulter, pousser à la haine également, avec des propos, comme on dit, tribaux, mais ils ne sont pas inquiétés. C'est ça, au fait, le problème ici en RDC. Est-ce que les gens implorent quand même? Non, si vous vous sentez lésé, diffamé par un monsieur de l'Union sacrée n'est pas au-dessus de la mêlée, cher ami. L'Union sacrée n'est pas la justice. L'Union sacrée, c'est une organisation politique. C'est la justice qui est au-dessus de tout. Allez-y, consultez un cabinet d'avocats et déposer une plainte en charge de ces messieurs-là. On va l'interpeller et il sera arrêté si les faits sont établis. Bazin Pembe, nous sommes à Kinshasa. Donc on parle du service spécial du renseignement militaire qui a éclairé l'opinion par rapport à l'arrestation du conseiller spécial de Moïse Katumbi. On parle de Salomon Escadela. Image de commentaire. L'état-major des renseignements militaires des FARDC a été ce lundi 5 juin 2023 devant la presse. Objectif, fixer et éclairer les chevaliers de la plume et l'opinion tant nationale qu'internationale sur l'interpellation musclée le 30 mai 2023 à l'aéroport international d'Ndjili de Salomon Idi Kalonda Dela, conseiller spécial de Moïse Katumbi. Les services spécialisés des FARDC reprochent à Salomon Idi Kalonda Dela le fait rapporté ici par le lieutenant-colonel Tango Lingolu Patrick, conseiller juridique du chef d'état-major des renseignements militaires. Nous les poursuivons pour incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Nous les poursuivons également pour détention illégale d'armes et munitions de guerre. Et nous les poursuivons pour la toute dernière fois pour atteindre à la sûreté intérieure de l'État. Au cours du point de presse organisé dans la salle des souvenirs du collège de hautes études de stratégie et de défense dans la commune de la Gombe, le colonel Kangoli a mis à jour la complicité de Salomon Idi Kalonda avec les M23 et les officiels de Kigali. Monsieur Salomon Idi Kalonda Dela était pris en charge depuis longtemps par le service du renseignement. Selon les informations des pays de cette réforme, il démontre que
M. Salomon Kadonadela était en contact permanent et fructueux avec les officiels du mouvement terroriste M23-RDF, mais également avec les officiels rwandais. D'après cette information, l'un des objectifs était de renverser le régime en place en République démocratique du Congo par tous les moyens et y installer un ressortissant katangais. Toujours selon les informations recueillies de ce téléphone, M. Salomon Kadonadela a aussi établi des contacts directs avec le major Nguesi Fred, assistant de M. Sultan Makenga, qui est le chef de la branche armée du mouvement terroriste M23-RDF. Il avait des contacts directs également avec M. Rouni Gadjamari, qui est le chef de la branche politique du M23-RDF, avec le général RDF. Voilà, nous sommes déjà là. Maître Bassin, bon, normalement, quand vous êtes vous êtes un avocat, vous savez comment est-ce que vous procédez quand l'affaire est encore en instruction. On s'abstient de faire de commentaires, mais comme il y a ce service spécial qui a déjà produit un point de presse, nous les journalistes, nous accompagnons de l'information pour en savoir un peu plus. La grande question, la toute première, c'est est-ce que ça a été notifié pour un tel service de produire un point de presse par rapport à cette affaire? D'abord, il faudra ici dénoncer avec la dernière énergie que la République démocratique du Congo n'a plus encore besoin de coups d'État dans ces pays. Nous avions des voies démocratiques pour accéder au pouvoir et nous avions intérêt à faire promotion de toutes ces lois. Des coups d'État nous amènent souvent la destruction de certains acquis économiques, même certaines infrastructures que nous avions ici. Lorsqu'il y a coup d'État dans un pays, il y a des destructions, il y a des pillages et nous perdons même certains investisseurs dans ces pays. Ça c'est de un. De deux, la DEMIAP a été claire dans la communication. Et je peux dire que c'était une communication de taille. Ils ont donné certains éléments à l'appui, mais je n'ai pas entendu un communiqué de nos amis d'ensemble contredisant en détail tous ces éléments donnés par la DEMIAP. La DEMIAP, c'est quand même un service spécialisé qui a je crois droit à la réserve. Alors, est-ce réglementaire pour ce service de faire un point de presse par rapport à une telle affaire? Et si oui, pourquoi seulement pour le cas de Maurice Escadela? La question de l'atteinte à la sûreté de l'État, c'est une question de haute portée. La communication, je ne vois pas une loi interdisant à la DEMIAP de ne plus communiquer. Ce qui n'est pas interdit est autorisé. On n'a pas vu. On a vu pas vu ça. Nous avions vu, nous avions certains pays aujourd'hui en Afrique, même ailleurs, communiquer sur la question. Parce que si la DEMIAP pas communiqué, il y a certains prélats même qui ont voulu faire de la récupération de cette affaire ici. Il fallait à tout prix communiquer pour faire dissiper certains malentendus, et ce qui est grave. Les frères, parce que les dossiers en instruction, on ne sait plus criser, on l'a trouvé avec une arme. Cela a été démenti quand même par Matata Pogno qui parlait de l'arme de son alors, parce que vous les citez, c'était une erreur communicationnelle du jamais vu. Pourquoi? En République démocratique du Congo. Il a éclairé l'opinion. Vous savez, 2 semaines après ces sit-ins, vous perdez une arme. Vous avez une police de proximité. Vous n'avez jamais déclaré la perte. Alors que la loi sur ces cas vous dit quoi? Que lorsque vous partez solliciter une arme, on vous livre un document, on vous livre l'arme. S'il y a perte, 48 heures après, vous devez dénoncer, faire une déclaration de perte d'armes. Pour que les services enquêtent sur les personnes qui ont volé ou bien détourné cet objet. Et c'était le cas avec Matata. Non, c'était une erreur. Il a cru laver Salomon alors que c'est lui qui a enfoncé les dossiers, parce que là, il a donné au service certains éléments. Il a donné au service certains éléments. Sur le ministère public, ou bien l'auditorat veut aller loin, l'auditorat peut approcher M. Matata Pogno. Venez nous donner certains éléments d'extranéité, comme nous l'avons toujours dit en droit, pour qu'on comprenne.
Voilà. On croit quand même, des MIAP, qui est le service de renseignement, on craint quand même tous ces griefs reprochés à M. Salomon Oskadela quand on parle du renversement de régime. Est-ce que vous pensez que M. comme Salomon Oskadela, aux côtés de Moïse Katumbi, manœuvrait pour renverser ce régime? Quels sont les indices ou les indicateurs, je devrais même dire, par rapport à une telle attitude, selon vous? Vous l'avez relevé tout à l'heure là, que l'affaire est en instruction. On ne sait pas comment peaufiner sur certaines choses. Mais nous donnons que nous voulons seulement éclairer l'opinion. Nous devrions faire confiance à la justice de notre pays. Bien sûr que tout à l'heure là j'ai condamné les comportements de certains magistrats qui n'aident pas la République à aller de l'avant, mais je ne vois pas les services de renseignement se créer un dossier pour mettre en charge de quelqu'un des faits qui sont graves, l'atteinte à la sûreté de l'État. L'autre prévention, c'était en rapport avec l'incitation des militaires à commettre les actes contraires à la loi. Ce sont des faits infractionnels. J'espère bien que les messieurs, avec ces moyens de défense. Est-ce que dans tout ça, il va se défendre? Dans tout ça, on n'est pas en train de chercher Moïse Katumbi, parce que bon, l'ancien régime l'a également enquiquiné avec plusieurs allégations, l'actuel régime fait de même. Finalement, est-ce que vous ne cherchez pas Moïse Katumbi à tout prix? Oui, parce que vous avez cité les noms des gens, j'aimerais aussi vous donner des 3-4 cas. Oui. Des opposants que nous avions dans ces pays qui n'ont jamais fait objet d'enquête, d'harcèlement, comme vous voulez les qualifier. Vous aviez M. Martin Fayou dans ces pays qui s'est lancé dans tous les pics vis-à-vis du président de la République, mais on l'a jamais arrêté. Il vit dans ces pays. Vous avez M. Mouzito, vous avez. On a aussi intérêt à saluer la décrispation que nous trouvons aujourd'hui sous Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Tshisekedi est le seul président de la République qui vit au quotidien avec tous ses opposants. Et les opposants sont dans cette ville. Ils font des manifestations. Vous n'avez pas de morts, vous n'avez pas de cas d'arrestation, les gens sont libres. Pour vous, cette opposition, c'est une position de bric-à-brac, comme l'avait dit le chef de l'État, raison pour laquelle il sait comment les aménager. Mais Moïse Katumbi apparemment fait peur à tout le monde. Non, mais lorsque vous... cher ami Sylvain, Katumbi ne peut faire peur à l'Union sacrée qui est constituée aujourd'hui des gabarits. Oui. Je ne vais pas ici citer les noms des gens qui sont tout autour du président de la République. Mais je peux dire aux Congolais, je peux dire aux Congolais, l'argent ne paye pas tout. L'argent ne paye pas tout. On peut torturer une conscience aujourd'hui, demain, mais à un moment, vous serez en face des patriotes qui sont conscients. Et les messieurs dont vous avez cité tout à l'heure là ne pèsent pas. Ils ne pèsent pas pour nous. Moïse Katumbi, que vous-même vous avez rapatrié ici. Tant bien. Bon, enfin, on continue avec ce magazine pour parler d'un projet important en rapport avec la production des cartes d'identité. Il faut dire qu'il y a eu un protocole d'accord qui a été signé entre les différentes parties prenantes de cette affaire. Image et commentaire. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est de plus en plus déterminé à doter les pays du fichier général de la population à travers les opérations d'identification et de recensement conformément à son programme d'action 2021-2023 et selon la vision du président de la République. C'est dans cette optique que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce jeudi 8 juin 2023 à l'hôtel du gouvernement la cérémonie de signature officielle du protocole d'accord entre la Commission électorale nationale indépendante, l'Office national d'identification de la population et l'Institut national de la statistique. Ce protocole d'accord est relatif au transfert des dispositions d'enrôlement, des données cartographiques et du matériel de collecte par la CENI aux deux autres institutions appelées à poursuivre dans le cadre de la mutualisation les opérations d'identification et de recensement général de la population, ce qui ouvre la voie à la délivrance bientôt des cartes d'identité nationale aux Congolais. Les différents speeches des responsables des institutions concernées ont immédiatement été suivis par la signature du protocole d'accord, document important qui matérialise la mutualisation des opérations
opérations d'enrôlement, d'identification et de recensement de la population. Le président de la CENI a procédé par la même occasion à la remise symbolique de matériel ayant servi à l'enrôlement des électeurs à l'ONIP pour qu'à son tour l'ONIP puisse procéder dans les jours qui suivent au lancement officiel de l'opération d'identification de la population, notamment par la ville-province de Kinshasa comme province pilote. Ceci va permettre d'économiser les moyens financiers que le gouvernement de la République devrait dépenser pour réaliser ces opérations. Outre le matériel, la CENI met à la disposition de l'ONIP son personnel temporaire qui a travaillé lors de l'enrôlement pour réaliser cette opération. Dans ce monde de circonstances, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde, qui s'est montré très heureux, a commencé par rendre un vibrant hommage au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa promesse d'offrir la carte nationale d'identité à la population qui tend à se concrétiser. Le président de la CENI n'a pas manqué de saluer la détermination du Premier ministre qui a tenu fermement à la mutualisation malgré des difficultés rencontrées sur le terrain. Oh là là,